Quelle idée vous vous faites de ces personnes-là? Ces personnes connues. Donc quand on a de la notoriété, on développe de l'image. Quelle est l'image que vous faites d'eux dans votre tête? Qui est-ce qui a le courage de... Et grand merci pour cette rencontre. Moi, j'ai des images des États-Unis que j'ai vues à Arles. J'ai des images que j'ai vues dans une exposition à Paris, votre ferme, la ferme quand vous étiez enfant. Et au niveau cinéma, c'est pas Giscard, c'est Chirac. Et j'ai le souvenir d'un immense éclat de rire grâce à vous. Et grâce à Chirac, c'est la seule fois peut-être où je l'ai trouvé comique, grâce à vous. Et ensuite, j'ai tous les films que j'ai suivis après, Les Paysans, le film que vous avez passé hier soir ici, je l'avais déjà vu donc je ne suis pas venue, et La Grande Découverte hier après-midi, et la rencontre passionnante avec vous deux hier après-midi. Et je vous remercie beaucoup également pour le travail du son que vous avez fait, la rencontre avec les intervenants, ça m'a beaucoup apporté. Et je suis une petite jeune en train de débuter mon premier documentaire et j'ai appris beaucoup grâce à vous. Voilà. Bravo. Bravo. Bel hommage. Qui est-ce qui veut faire part d'autres représentations? Allez, ne dites pas que les jeunes, vous n'avez aucune idée, que vous ne savez pas qui est Raymond Depardon, que vous êtes rentré simplement parce que vous avez de la lumière. Moi, je suis d'abord en tant que photographe, parce que j'ai des cours de photo en histoire de l'art. Vous m'entendez? Voilà, comme un des grands photographes de l'agence Magnum et tout ça. Et voilà, et aujourd'hui on est en master documentaire, donc on a aussi eu la chance de découvrir nos films. Voilà. Très bien. Mais voilà. Autre chose? Un autre retour dans le monde du documentaire? Comment vous situez Depardon par rapport à d'autres documentaristes? Est-ce que vous avez vu des films à la télévision, en DVD, au cinéma de lui, dont vous gardez le souvenir? Qu'est-ce qui n'a jamais rien vu de Depardon? Enfin, ou jusqu'à hier, qu'est-ce qui n'avait jamais rien vu? Bon, mais très bien. Et alors, très bien, mais c'est très courageux de dire ça. Et quel effet ça fait de voir ça? J'étais agréablement surprise, je ne savais pas à quoi m'attendre, du coup c'était en découverte que je suis venue voir les séances, parce qu'on nous en a parlé, et moi je ne connaissais pas du tout, et du coup j'ai apprécié, je trouvais ça bien. Et inspirant aussi, pour plus tard. Très bien, pourquoi? Parce que je suis en master documentaire aussi, et voilà. Et ils ont un film à faire. Merci. Autre chose? Une autre remarque? Une dernière? Oui? Oui. Moi, je voudrais dire que, bon, moi, je suis prof dans le master, mais moi, j'ai grandi avec les films de Raymond Depardon et vous. Et donc, c'est très émouvant, et c'était très émouvant pour moi de voir le film d'hier soir, parce que, évidemment, ça revisite tout ça, et ça revisite aussi nos vies, d'une certaine façon, puisqu'on a vécu avec ces repères réguliers de vos films. Donc, c'était très émouvant. Bon, je pense que c'est quand même pas une mauvaise façon de démarrer le débat, puisque Raymond Depardon, c'est quand même quelqu'un pour moi qui est à l'écoute. C'est quelqu'un qui a passé sa vie, il le dit dans le film, ou c'est Claudine qui le dit, je sais pas, en voix off, il a passé sa vie à écouter, à regarder les gens et à écouter ce qui se passait. Et donc je crois qu'il est temps maintenant que nous lui donnions la parole. Oui, merci. Bonjour d'abord. Je ne sais pas si tu veux dire bonjour. Bonjour. C'est vrai que c'est un peu difficile. Je comprends un petit peu la difficulté de définir, au fond, il y a le cinéaste et il y a le photographe. Ça, à la fois, ça va de pair et à la fois,
c'est totalement différent. Et c'est vrai que, en plus, avec Claudine, on est indépendant et on fait des films où il y a tout un aspect où, bien sûr, le son et la fabrication rentrent en ligne de compte d'une manière très importante. Alors, peut-être qu'on va aborder d'abord le cinéma et puis on reviendra après sur la photo. Moi, j'avais envie là prochainement, au mois de janvier, on a une exposition dans un lieu qui est important pour nous parce que c'est la BNF, la Bibliothèque nationale de France, où on donne tous nos matériels, toutes nos chutes de nos films. Voilà. C'est trouvé que un certain nombre de chercheurs se sont posé la question de qu'est-ce qu'on nous faisions de tout le matériel qui n'avait pas servi à fabriquer les films. Voilà. Ça, vous savez un petit peu, vous le savez, on l'a suffisamment expliqué que quelquefois on tournait un film, on tournait une centaine de personnes, on en montait une douzaine dans le film, et qu'est-ce qu'on faisait des 80 autres ou 60 autres. Et justement, on s'est dit, on va la... Donc, plutôt parce que... Non, c'est à la sortie du film Les Habitants, où on a fait le tour de France pour écouter la parole des Français, avec une arrière-idée un peu de voir s'il y avait des intonations, des accents, etc. Et les chercheurs qui travaillent justement sur l'évolution de la parole des Français sont venus nous voir en nous disant « mais c'est pile poil ce qui nous intéresse, est-ce que vous pouvez nous confier tout ce que vous avez fait en son ?» Pour moi, c'est à moi qu'ils sont adressés. Depuis 35 ans avec Raymond. Et comme on est producteur, on a tout gardé. Donc j'ai commencé bien sûr en analogique. Et pour nous, c'est une aubaine parce qu'ils prennent les bandes analogiques, ils les numérisent et ils les répertorient. Et ils donnent accès aux chercheurs qui vont pouvoir étudier l'évolution de la parole des victimes, de la parole des psychiatres, de la parole des soignants, des magistrats, enfin, de tout ce qu'on a abordé, ou des paysans, tout ce qu'on a abordé sur 35 ans de travail. Moi, j'ai commencé ce métier en étant ingénieur du son. J'étais la première femme ingénieure du son en France. Donc j'ai une recherche technique assez forte. C'est ma passion, le son direct au cinéma. Je suis tombée dedans, comme il y en a qui tombent dans la musique. Moi, c'est ma façon de faire de la musique. Et ce qui les a intéressés aussi, c'est que dans ces bandes son, il y a une qualité technique de prise de son qui est au-dessus de la moyenne, parce que j'enregistre les films documentaires comme si c'était un film de fiction, en mettant aussi bien du matériel hyper performant, du très bon mixage, comme si c'était des très grandes vedettes. Et donc pour les chercheurs, c'est une aubaine parce qu'ils entendent, et souvent ils n'entendent pas quand ils font des micro-trottoirs dans la rue, c'est enregistré à la va-vite, et ils sont assez contents. Alors la particularité de cette exposition, c'est une première, c'est que c'est le son qui va guider dans l'œuvre de Raymond Depardon et non pas l'image. Donc ça va être l'évolution de notre travail ensemble. On va voir comment il travaillait, lui, tout seul, avec un micro sur la caméra. Il a fait quand même 5 films tout seul. 4, je sais plus si on peut avant de rencontrer Claudine. Avant de me rencontrer, et comment, à partir de notre rencontre, il a pu plus faire de l'image qu'avant, parce que avant, quand il était tout seul, il était obligé de s'approcher pour entendre les gens. Donc j'ai pu lui apporter de la distance. Et pour nous, c'est important parce que ça nous permet de repréciser des choses. Puis, c'est nouveau que ce soit le son qui guide l'image pour une fois. C'est assez rare. Oui, c'est très important parce que, effectivement, si on schématise un peu, si moi, en tant que photographe, je fais des films, c'est pas pour refaire des images. Tant les faire en photo, ça suffit, tranquille, voilà. Donc si je fais de l'image en mouvement, c'est avec le son. Ça ne m'empêche pas, bien sûr, il y a toujours un langage visuel très fort, et on en est tous conscients, et voilà. Mais
c'est vrai qu'en rencontrant Claudine au moment d'urgence, ça m'a permis de reprendre ma vraie position, qui était plutôt, en gros, pour vous donner une ordre d'idée, plutôt 1,50 m, 2 mètres, de filmer les gens à 1,50 m, 2 mètres, alors que quand j'étais avec le micro sur la caméra et puis un casque, j'étais obligé de m'approcher à 1 mètre, 1,50 m. En fait, on enregistre le son à 1 mètre, 1,50 m, même plus près. Et l'image, quand on est tout seul, et l'image, c'est ma distance à moi. Disons que j'étais plutôt vers les 2 mètres, ça dépend des situations, bien sûr, mais disons que donc, quand 2 personnes parlent, voilà, il faut un peu d'air autour, qu'on voit la situation, tout ça. Voilà. Et j'étais très malheureux, en fait, d'être obligé d'être aussi près. Et alors j'ai fait un certain nombre de films, comme ça, tout seul, où je suis resté très immergé pendant des mois, notamment Faits divers, Reporter et Numéro 0. Il y a 3 films un peu comme ça que j'ai fait tout seul. À la rencontre avec Claudine, on a fait Urgence, et là je me suis reculé et je préférais être plus en retrait. J'étais trop près des gens. Alors ça, c'est des notions techniques, mais néanmoins, après, ça se voit après dans le film, etc. Et donc, à partir d'Urgence, nous avons fait, Claudine et moi, un certain nombre de films que... Donc, en fait, la particularité, c'est qu'assez vite, on est devenu producteur et qu'on a pu mettre les moyens techniques que l'on désirait dans les films, que ce soit au niveau de l'image ou au niveau du son. Le dernier film qu'on a fait, 12 jours, je ne crois pas qu'il y ait un producteur qui aurait payé 3 caméras numériques aussi chères. Voilà. Donc c'est nous qui décidons. Alors c'est assez gratifiant finalement dans le temps, parce que ces films ils vieillissent mieux que si on les avait tournés avec très peu de moyens, parce que techniquement ils tiennent toujours bien. Mais c'est un engagement parfois un peu lourd, quoi, parce que faire toute la production, le son, l'image, tout ça, voilà. C'est pour ça qu'on ne fait pas un film toutes les 5 minutes. Oui, alors surtout, je ne sais pas si dans le Journal de France que vous avez vu le film hier, il y a des grandes lignées. Il y a effectivement la première le grand corpus, c'est le monde judiciaire. Le monde judiciaire, donc ça commence avec... ça commence avec Faits divers, tout seul. Et ensuite, ça fait Délit flagrant et 10e champ. Mais pourquoi ces films-là? A priori, moi, la justice, c'est pas quelque chose que j'étais comme un citoyen, non. Enfin, moi, on a affaire à la justice de Zappo, quoi. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui... J'avais pas de compte particulièrement à régler avec la justice, la colère, où j'avais été, mes parents, je sais pas, ma famille, voilà. Mais j'avais remarqué... C'est une comédie humaine, quand même. J'avais remarqué que, quand même, il y avait un rapport, comme ça, qui me paraissait intéressant et qu'on ne voyait pas. Et quand j'ai fait Faits divers, j'étais donc tout seul avec des policiers dans un commissariat. Et pendant 3 mois, je suivais ces policiers avec la police secours, comme vous pouvez voir, imaginer ici aussi. Et je rentrais dans des maisons et voilà. Et très vite, les policiers m'ont dit, c'est le substitut qui commande. Qu'est-ce que c'est que ça, ce substitut? C'est qui un substitut? Substitut du procureur de la République. Donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant. C'est lui qui décide et c'est lui qui fait tout, même dans des cas... Alors bien sûr, c'était en ville, c'était pas avec des gendarmes. Donc ça m'a donné envie, et pendant 7 ans, pour vous donner une ordre d'idée, j'ai été voir
le substitut et le procureur de la République à Paris. Moi, je suis un simple photographe, je suis un cinéaste, je ne connaissais pas, et j'allais le voir. J'allais lui parler, et je lui disais que je voulais faire un film sur ce que les gens ne voyaient pas, qui est entre l'arrestation de la police et le tribunal, il y a toute une partie comme ça qu'on ne voit pas. Et que ça serait peut-être intéressant de montrer aux citoyens, voilà, qu'il n'y avait pas de... que la République faisait sa fonction d'égalité entre tous les prévenus. Les prévenus étaient à égalité. Et donc ça, c'était très important. Et lui, il avait un code Napoléon, le code civil, devant lui, et il me disait, Raymond, je ne peux rien faire. Parce que, si vous voulez, ces gens-là suivent le code Napoléon. Et à un moment donné, je raconte ça tout ça pour dire... Attends. Tout ça, et à un moment, je lui ai dit, il y a un greffier, le greffier va disparaître. Et j'ai pris la place du greffier dans un endroit qui est au palais de justice. Et je serai de profil. Je raconte ça parce que ça a son importance. Et est-ce que je pourrais pas prendre la place du greffier en filmant les gens de profil? Et c'est là qu'il m'a dit, finalement, on peut considérer que le profil est anonyme, donc on rentre dans le code Napoléon, le code civil, et c'est comme ça que on a pu commencer à faire le film. Ça a été très très long, c'est un peu laborieux ce que je vous raconte, mais ça part de principes comme ça. En fait, tout ça pour expliquer qu'après, normalement, on n'a pas le droit de filmer les entretiens avec le substitut du procureur, ni on a le droit de filmer les audiences. Nous avons eu des autorisations exceptionnelles en trouvant des points d'accord sur de la lecture du code civil. Mais depuis qu'on a fait ces films, personne n'a eu l'autorisation de refaire des films dans le tribunal correctionnel, ce qui donne un caractère assez exceptionnel à ces films. Je ne sais pas si vous avez vu Journal de France hier. Donc le Journal de France, ce que je trouve, moi je viens juste parce que je vois qu'il y a beaucoup de femmes ici, je trouve que ce film est intéressant parce qu'il montre qu'on peut travailler à deux, un homme et une femme. Et qu'on n'est pas forcément... on n'est pas l'un sur l'autre ni dominé. C'est toute une relation harmonieuse, je trouve. Ce film, il explique comment on peut travailler à l'image et au son en se respectant et qu'il n'y a pas forcément de maître et d'esclave. Et je trouve qu'en ce sens, ce film, il est un peu en avant-garde. Parce que c'est la société de demain et c'est comme ça qu'on peut construire harmonieusement des relations entre les hommes et les femmes. Donc je me lance dans un pamphlet. Mais pour moi, c'est assez important de dire aux jeunes femmes qui sont là, qui embrassent le monde du cinéma qui est assez macho, qui est assez lourd, qu'une autre voie est possible, on le prouve. On n'est pas nombreux. Des gens qui font des films en couple en France, il y en a très très peu. Donc, non mais c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des frères, il y a les frères Dardenne, les frères machin, les frères trucs. Il n'y a pas souvent les sœurs. Et les couples encore moins, parce que souvent il y en a toujours un qui domine l'autre. Mais ce film-là, il raconte bien que c'est possible d'avoir des relations de respect mutuel de l'image et du son. Parce que dans le cinéma français, c'est 50 personnes sur un plateau, c'est 50 personnes qui s'occupent de l'image et 2 qui s'occupent du son. Donc voilà, ce film a un caractère assez exceptionnel. Journal de France. Oui, puis alors, surtout sur l'autre sujet après la justice, il y en a un troisième triptyque qui, peut-être c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est sur le monde rural. Le monde rural, quand on a commencé à avoir l'idée de travailler, bien sûr tout le monde a dit c'est parce que tu as eu une enfance dans une ferme dans le monde rural, mais on a été extrêmement découragés pour faire ce film. Aussi bien les chaînes de télévision que tout le monde nous disaient on s'en fout des paysans, on n'en veut pas en entendre parler.
Et ça a duré très longtemps et on a quand même insisté et on a fait effectivement à deux, tous les deux, sans aucun assistant. On a fait un très long séjour pendant 10 ans. On a fait donc 3 films pendant 10 ans, en sachant très bien qu'un film ne suffirait pas à montrer la problématique paysanne du territoire, l'occupation du territoire. Donc on en a fait 3, 2 en 16 mm, assez difficile, assez militant. Brut, assez brut. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, il n'y avait pas beaucoup de... Non, mais parce qu'on n'a pas pu les produire en cinéma, on les a produits en audiovisuel, pour ceux qui savent la différence. Donc c'est une économie qui est beaucoup plus petite. Et on a attendu le 3e pour pouvoir être en cinéma, et le 3e nous a permis de sortir les 2 autres. Et ça a été, tout au long de ce parcours, on a vu la société française évoluer, changer de regard sur le monde rural. Il y a eu, l'écologie a pris de plus en plus d'importance, on a commencé à parler de décroissance, et nos paysans qui étaient là, qui étaient sans repreneurs, dans une économie toute petite, devenaient des héros. Alors qu'au début, on nous disait, mais tout le monde s'en fout, ça n'intéresse plus personne. Oui, il y a eu une vraie évolution. Alors il y a eu aussi une évolution technique. Parce que, personne ne va plus vous le dire ça, c'est qu'entre les deux premiers films sur le monde rural et le 3e, le dernier, des Australiens, je ne vais pas rentrer trop dans la technique. Ils ne tournent pas en film ici, hein. Ils ne tournent pas en film. Oui. Non, je sais qu'ils ne tournent pas en film. Mais il y a eu une période comme ça, où il y a eu une petite révolution technique, due à l'écologie et à l'économie. Les Australiens ont modifié la façon de tourner en 35 mm. C'est-à-dire que vous avez le 16 mm, c'est simple, hein, au cinéma, aujourd'hui encore, plus tellement maintenant, mais il y avait la vidéo, le numérique, le 16 mm et le 35 mm. Ces 3 formats ont pendant une vingtaine d'années cohabité ensemble. Le numérique, quand il est parti trop tôt, aujourd'hui, il y a eu par exemple les films sur le Vietnam, il n'y a plus d'images du Vietnam en numérique, parce que l'image ça a disparu. Parce qu'il faut savoir que le numérique, au début, dans les années... C'est toujours pareil, la conservation... Aujourd'hui aussi, c'est toujours un problème, le numérique. Le problème, c'est la conservation. C'est très pratique. C'est 5 ans ou 7 ans. Oui, si c'est très très peu de temps. Le film, il tient très longtemps, voilà, plus longtemps, mais il s'esquinte aussi. Voilà, il subit aussi les assauts du temps. Celui qui est le plus confortable, mais qui vaut très cher et qui n'est pas très pratique maintenant, c'est le 35 mm. Quand vous regardez des films avec, je ne sais pas, avec les vieux films, non, mais avec Jean Gabin. Tarantino, il tourne en 35 mm. Voilà, Tarantino tourne en 35 mm. Simplement le 35 mm. Il n'y a plus de labo en France, il n'y a plus qu'un seul labo. Voilà, et ça coûte très cher et les caméras. Et Eventi. Ouais. Voilà, et les caméras sont très lourdes, etc. Donc, à un moment, pour le 3e film sur les paysans, il y a eu une combinaison qui s'appelle 2 perfos pour du 35 mm. Nous avons bénéficié, nous avons été les premiers à tourner en France là-dessus. Parce que l'entraînement, normalement, c'est 4 perfos, et donc on pouvait passer à 2 perfos. Du coup, on avait une économie de pellicule et un coût moindre à l'achat de la pellicule. C'est-à-dire que ce qu'on faisait en 4 minutes, on pouvait le faire en 8. Donc on gagnait une autonomie de pellicule. Ce qui nous a permis de faire le film La vie moderne qu'on a fait à 2, on l'a fait avec un prototype de cette caméra, Atom, qui nous donnait une plus grande autonomie et qui nous a permis, avec un petit budget, de tourner en 35 mm. Mais bon, on était un peu fous parce que normalement, lui, il aurait dû avoir 2 assistants et moi pareil. Parce que moi, j'avais 5 micros, lui, il était en scope, en 35. Ce qui fait que quand on arrivait à tourner devant les paysans, des fois, on ne savait plus quoi dire, quoi. Tellement on était pris par le matériel, mais bon... Voilà. Mais
Mais c'est vrai que ce film sur les paysans, le troisième, il fallait tourner en scope. Alors le scope, vous avez tous vu des westerns, des grands films, hein, ouais, le rideau s'ouvre un peu. Et c'était quand même très étonnant que, arrivant à ce troisième film sur les paysans, vous imaginez qu'on les connaissait très bien, ces familles, puisque ça faisait déjà 7 ans qu'on les filmait. Donc c'est vrai qu'on avait une très très grande harmonie avec eux. Le film, La vie moderne, je crois qu'il y a 70 plans. C'est-à-dire que c'est presque comme un film d'Ozu. Ozu, il y a 2-3 metteurs en scène comme ça au monde qui racontent un film avec très très peu de plans. Il y a très peu de plans parce qu'on savait parfaitement ce qu'ils faisaient, qu'à un moment donné, ils se mettaient à table, ils faisaient un repas, par exemple, sur la table devant la toile cirée, et qu'ils allaient parler, par exemple, de l'héritage, de leur transmission, à qui ils allaient donner leur ferme, aux neveux, à quel neveu, et nous étions complètement en osmose avec eux, c'est-à-dire que paf, on posait la caméra et le plan était dans la boîte. C'était... C'est-à-dire que comme on fait pas en harmonie, quoi. On fait pas de clap parce qu'on n'a jamais fait de clap puisqu'on travaille avec le Tamikodatone et donc on ne se parle pas parce qu'on se parle en dehors. On a une rapidité d'exécution. On va assez vite. Je voudrais juste dire, puisque vous êtes des étudiants en documentaire, ce film a été fait en scope et quand on tourne au son en scope, on ne peut pas faire un son mono parce qu'à l'image il y a énormément d'informations. Donc nous au son aussi on est obligé de ramener plein d'informations. Sinon il y a vraiment un trop grand décalage entre l'image et le son et il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc ça veut dire quoi ramener plein d'informations au son? C'est-à-dire que le moins de bruissement à l'arrière dans les feuilles des arbres, il faut l'entendre, il faut tout entendre. Après on fait un petit choix comme ça au mixage, mais c'est hyper important d'être que le son soit en adéquation avec la somme d'informations de l'image. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit plus pauvre que l'autre. Il faut que, par exemple sur La vie moderne, quand il a commencé à faire le plan en scope, au début je repartais comme j'avais fait l'approche et le quotidien, une perche, un HF, paf. Tout de suite j'ai vu que c'était absolument pas ça qu'il fallait faire. Il fallait spatialiser, il fallait jouer la stéréo, et il fallait pas avoir peur de faire même un peu des effets sonores, parce qu'on est en documentaire. Le documentaire, il doit se servir de tous les outils techniques de la fiction. Et c'est comme ça qu'il est bien. Oui, et La vie moderne est très intéressante pour ça, parce que si vous voulez, avant La vie moderne, et aujourd'hui encore peut-être, on est avec une caméra et on attend et on cherche à filmer les choses. Voilà, c'est nous qui nous déplaçons pour aller filmer Chasseur. Oui, chasseur. Dans le cas de La vie moderne, on est complètement à l'inverse. Pour vous donner un ordre d'idée. C'est quoi l'inverse des chasseurs? C'est d'attendre. On est plus dans une embuscade. C'est pas nous qui faisons l'attaque. C'est pas la caméra qui fait l'attaque. C'est pas la caméra qui pénètre dans un endroit. Elle va pas vers les gens. Elle attend. Pour vous donner une idée, par exemple, dans La vie moderne, on est avec un monsieur qui est Sévenol, qui est berger, qui est âgé, très très âgé, et couché dans l'herbe, c'est ça? Couché dans l'herbe. Il s'assoit dans l'herbe. On filme sur pied, pas à la main, parce qu'à la main ça bouge trop. On le filme à 3 mètres de moi, je le filme, avec une optique fixe, pas un zoom, je le filme assis par terre dans l'herbe. Et la pellicule tourne vite, et ça coûte cher. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne lui pose pas de questions. Je ne cherche pas à faire une interview de lui, puisque ça, c'est contraire à mon éthique. Et j'attends donc qu'il me parle. Mais s'il n'a pas envie de me parler, il sait que la caméra tourne quand même. Parce que malgré que j'ai jamais parlé de technique avec lui, même s'il est un monsieur berger, il sait très bien que... Donc à un moment donné,
qu'est-ce qui se passe? Il va me parler tout seul. Et qu'est-ce qu'il dit? Et il dit la chose que j'attendais, bien sûr, forcément, avec Claudine. C'est la fin, c'est fini. C'est sa fin à lui, c'est la fin du monde rural, c'est la fin des paysans, c'est la fin de l'élevage, c'est la fin de tout. C'est la fin. Donc c'est vrai que... Et là, il y a le vent qui s'engouffre dans les airs, comme ça. Et donc, comme moi, je suis en stéréo à l'arrière et en fond de plan, il y a des plans, c'est magique. Hein. Les peintres, ils n'y arrivent pas. Hein. Non, on est au-dessus, là. C'est quelque chose de... Et il dit, c'est la fin. Et puis... Mais c'est pas ça, c'est des petits bruissements comme ça qui envahissent la salle de production. C'est merveilleux, merveilleux. Et donc, en fait, voilà, c'est-à-dire que nous, ça faisait quand même un certain nombre d'années qu'on travaillait ensemble et qu'on travaillait dans des lieux difficiles, les urgences, le palais de justice, etc. Et les 2 films précédents sur les paysans, là, on se trouve dans une situation un tout petit peu d'être peut-être avec une attitude différente, c'est-à-dire d'attendre que se mettre au bon endroit et d'attendre. Mais c'est pas ce qu'on a fait, par exemple, on a fait 10e chambre entre Profil paysan le quotidien et La vie moderne. Parce qu'on a fait 10e chambre, on a bien fait La vie moderne. Parce que 10e chambre, on devait attendre que les gens soient d'accord pour être filmés. On restait des heures en stand-by comme ça. Et puis tout d'un coup, il faut aller très très vite là, parce que la justice, ils n'attendent pas, tu leur dis pas, attendez, j'ai pas mis l'UHF, je peux pas tourner, vous dites pas ça à un magistrat. Donc on a appris à aller très très vite. Et les paysans, c'est pareil, quand le berger il se lève parce qu'il va prendre son troupeau, il vous dit pas, vous êtes prêts, hein. Donc c'est une rapidité comme ça d'exécution. Et c'est parce qu'on a été dans les institutions, je crois qu'on a bien filmé les paysans, parce qu'on était contents de cette liberté chez les paysans. Parce que dans la justice, ça s'arrête ça commence à telle heure et ça finit à telle heure. Et puis hop, dégagé, maintenant il y a une autre audience et vous ne pouvez pas rester là. Il y a une tension comme ça très très forte. Oui, absolument. Donc c'est vrai que c'est une méthode peut-être un peu différente. La chose que je voudrais dire aussi, c'est que on a diminué, on a fait d'énormes progrès pour les gens qui tiennent la caméra. La caméra est plus petite, elle est plus silencieuse, elle a plus d'autonomie, elle est de meilleure qualité. Même aujourd'hui, on peut filmer presque en 4K à la main avec une caméra, etc. En 30 ans, 40 ans, il y a eu un progrès énorme. Mais néanmoins, il y a toujours des sujets où la légèreté de la caméra ne changera pas le problème. C'est effectivement la grande différence entre la photo et le cinéma. Je le vois moi vraiment d'une manière très précisément quand je suis dans des endroits comme ça où il y a une tension très forte. Ça peut être un commissariat, ça peut être peu importe, un palais de justice, etc. Il faut que vous tourniez avant que ça se produise. Parce qu'il faut que, par exemple en son, notamment, il faut introduire le son. Donc il y a tout un dispositif. On est tous à vouloir filmer une certaine douleur des gens qui sont là, ils souffrent, ils ne sont pas aidés par la vie, ils ont été, on comprend que leur situation a été désespérée, ils ont été abandonnés, ils sont orphelins, et vraiment ils n'ont pas été aidés dans la vie, et vous vous dites, ces gens-là, il faut essayer, vous les voyez rarement, on les entend rarement, et donc il faut les filmer. Et pour les filmer, il faut filmer longtemps, un peu avant, pour qu'on arrive, ensemble avec la caméra et le son, on puisse entendre ce qu'ils disent. Et c'est le contraire d'un appareil photo où on appuie et puis on attend l'instantané. Donc c'est vraiment pas de l'instantané. Parce qu'on peut penser que du fait que je suis photographe, ça a été facile pour moi d'être cinéaste. C'est vraiment des choses complètement différentes, photographier et le cinéma. Et à la fois, comme cinéaste, je ne fais pas des films de photographe, et comme photographe,
quand j'oublie le cinéma. Tu as abordé quelque chose, c'est l'éthique. Hein. Je crois qu'en documentaire, on doit avoir de l'éthique. C'est-à-dire que les personnes qu'on filme nous font confiance. Ils nous donnent leur image, nous donnent leur parole, et ça vous donne une énorme responsabilité. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec ça. Et c'est quelque chose qui nous habite tout le temps. C'est-à-dire que, est-ce que moi, à sa place, j'aimerais qu'on parle de moi comme ça, que je sois montrée comme ça, que j'ai l'air moche comme ça, que j'ai l'air con. Et donc, nous, on montre, c'est pas striptease, hein. On ne se fout pas de la gueule des gens, on ne se fout pas de la gueule des putes, ni des juges, ni soumises, etc. Toute cette façon extrêmement outrancière et grossière de filmer les gens, où tout le monde se tape sur les cuisses de rire. Regardez, c'est une sale pute, regardez, c'est un sale pauvre. Non, nous, on est très moral, on est peut-être un peu ennuyeux, mais on est comme ça. Donc cette éthique nous habite tout le temps. Je voudrais juste aussi dire, parce que tu as parlé des évolutions technologiques, si le numérique n'était pas arrivé, je n'aurais pas pu produire ces films. Avant, techniquement, on ne pouvait pas être producteur, ingénieur du son, caméraman, tout en même temps. Et la technologie nous a permis d'avoir plus de liberté quand on sait l'utiliser, quand on l'utilise à bon escient. Et c'est vrai que le numérique a permis qu'on produise et on fasse tout ce qu'on a fait, quoi. Je pense qu'on n'aurait pas fait ça en analogique. Il y avait une lourdeur dans le cinéma. On ne pouvait pas faire des maisons de production et faire tout ça comme ça. De toute façon, nous, quand on a décidé de produire nous-mêmes les films, de ne pas prendre de producteurs, c'est parce qu'on ne pouvait pas payer de salaire de producteurs. Sinon, les films, on ne les ferait pas parce qu'on ne nous donne pas assez d'argent pour pouvoir payer des producteurs. Donc, on est obligé, quand on fait du documentaire, d'être une femme orchestre ou d'être un homme orchestre. Vous ne serez jamais une seule chose, quoi. Une chose aussi, c'est que pour bien entendre, il ne faut pas bouger. Il ne faut pas que la caméra bouge. C'est compliqué, hein, parce que les gens bougent. Et pour bien entendre, il ne faut pas que la caméra bouge. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a un certain nombre d'années, je demande à filmer un tribunal correctionnel. Contrairement à tous mes confrères qui, eux, demandent à faire des assises. On sentait que la justice était tentée de faire ouvrir un peu, ouvrir à des caméramens, à des caméras, à des tournages. On sentait. C'était avant l'an 2000. Il y a eu plusieurs tentatives et plusieurs réalisatrices et réalisateurs ont tenté de faire des films d'assises, sur une assise. Moi, je me suis dit qu'il ne fallait pas tenter ça, qu'il fallait plutôt tenter la correctionnelle. Qu'est-ce que c'est la correctionnelle? C'est en dessous, c'est des petites histoires, des vols, etc. Vous vous en doutez un peu. Et c'est des choses qui sont beaucoup plus... les gens partent en prison, bien sûr aussi, hein, mais c'est pas la même notion. Et ça va beaucoup plus vite. Malheureusement, en une demi-heure, votre affaire est jugée. Alors qu'en assise, il faut une semaine, quelquefois. Et à un moment, voilà, nous sommes un certain nombre de caméramens qui avons fait des films un peu tournés autour de la justice. Mais jusqu'à présent, on n'avait jamais filmé, et je crois qu'on n'a toujours pas filmé, à quelqu'un qui est... Monsieur le tribunal, veuillez vous levez, puisque vous êtes là comme ça, et monsieur, eh bien, vous allez partir en prison. Eh bien, on n'avait jamais filmé ça. Personne. À un moment, Claudine, par le son, peut-être plus que d'autres, a compris que la personne qui était dans le box allait partir en prison ferme. Et elle m'a signalé ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une attention particulière au son. On est plus concentré sur la parole que les gens d'image, forcément, qui ont toujours des problèmes d'optique, de filtres, de magasins, de je sais pas quoi. Il y a une batterie qui merde, de cadre, voilà, etc. Et donc c'est vrai que ce jeune homme, il avait déjà été arrêté 4 fois comme dealer, et j'ai fait le total. Et je me suis dit, là, ce coup-là, il va pas. Et puis, au bout de... C'est vrai qu'on a fait 2 films,
et il y a des tarifs, et au bout d'un moment, vous comprenez la façon de calculer la façon de calculer de la magistrate. C'est la magistrate qui envoie, c'est la juge qui envoie, pas l'avocat général. Et donc, il y a, dans un prétoire, il y a comme une musique. C'est le tribunal, veuillez vous lever, donc tout le monde se lève. Après, on donne la parole à l'avocat général, à la défense, etc. Et au bout d'un moment, quand vous enregistrez pendant des heures et des heures, vous avez complètement... vous êtes imprégné de cette musique de l'un à l'autre. Et les magistrats, c'est pareil, ils répètent le tribunal à l'issue du débat contradictoire, plein de... Oui, mais à part que moi j'étais dans la fosse en bas, dans la fosse au serpent, dans la fosse en bas. La personne était assise, c'est un monsieur jeune, un peu rasta, avec des cheveux longs, qui dealait dans le centre de Paris, dans les halles, là, comme ça. Et Claudine me dit, attention. Et ça faisait 3 mois qu'on tournait et nous n'avions jamais eu quelqu'un qui partait en prison ferme. C'est la première fois, et c'est la seule fois qu'on a filmé quelqu'un comme ça. Non, on en a 2, on a aussi le pickpocket. Oui. Ouais. Moi, donc mon problème, je me suis dit, quand on va lui annoncer qu'il va partir en prison ferme, il ne s'y attend pas. Mais ça, c'est sûr qu'il n'y a pas un acteur qui peut faire ça. Moi, il ne faut pas que je bouge, il ne faut pas que je recadre, il ne faut pas que il faut pas que le cadre, vous comme spectateur dans la salle, il ne faut pas qu'on ait l'impression que j'hésite et que je sois ému ou que je sois impressionné par ce qui vient de se passer ou ce qui se passe. Donc il s'est levé, j'avais une tierce de seconde pour faire un cadre définitif et verrouiller sur mon pied. Vous voyez, il y a toujours des problèmes Verrouiller. Ensuite, je savais que je pouvais plus bouger, donc monsieur, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, voilà. Non, à l'issue du débat contradictoire, vous êtes condamné. Vous êtes condamné. Et le gars, bien sûr... Surtout que le débat contradictoire était toute seule. Alors elle sortait, elle allait dans la pièce, et elle revenait, elle disait, à l'issue du débat contradictoire, c'était toujours surprenant. Mais c'est vrai que lui, il entend 1 an, et donc 6 mois ferme. Il est jeune, il ne s'y attendait pas, il avait un boulot, il avait en présentation, il habitait, il avait un appartement, il avait tout un peu pour pas rassurer un tout petit peu par rapport à la délinquance. Et là, bien sûr, il fait ça avec sa main sur son front. Et je pense qu'il a senti que le plancher, tout s'écroulait pour lui. Et ça se sent dans le cadre. Et moi, il ne fallait pas que je bouge. L'avantage sur 10e chambre, c'est qu'on avait fait Délit flagrant avant, qui avait eu quand même un certain succès, un certain retentissement dans le monde judiciaire. Et ça s'est plutôt bien passé, alors que Délit flagrant, moi personnellement au son, j'ai eu un grand problème avec des escadrons de gardes mobiles qui n'étaient pas du tout d'accord conflit, mais qui se mettaient à côté du tournage et qui faisaient teinter les menottes comme ça. C'était assez violent, quoi. J'ai un souvenir. Donc quand le film est sorti et que ça s'est bien, on a eu le César, le film s'est bien passé. Donc du coup après, on était mieux accueillis par les gardes mobiles que la première fois, quand même, où c'était assez rock'n'roll quand même. Tout ça pour dire, voilà, que ça a l'air. Voilà, j'en parle parce que c'est ce que je garde comme souvenir d'un tournage, c'est de ne pas bouger à un certain moment. Bien sûr qu'avec un grand pied très professionnel, un pied de très bonne qualité, quand vous tournez, le mouvement est très doux, comme dans les films de fiction, comme ça, il y a un panneau comme ça qui se fait très, très calmement, qui se fait très bien, comme ça, vous ne le voyez même pas dans les films de fiction, comme ça on suit l'héroïne, on suit les personnages. Là, je me suis dit, dans la logique même des choses, si quelqu'un part en prison, il faut vraiment que la caméra bouge pas. Donc voilà, c'est tout ça pour vous. Ça a son importance, quoi. On ne commence pas un film si on n'a pas formellement décidé comment on va le faire. On part pas comme ça avec la caméra et le matériel. On se dit que bon, effectivement, ça va être en scope.
on va... Ou par exemple, les habitants, on avait décidé que c'était un studio qu'on avait inventé dans une petite caravane, on voyait l'extérieur que par la vitre. On réfléchit beaucoup formellement ce que ça va, comment va être l'image et comment va être le film, et techniquement, c'est notre... On part pas tant qu'on n'est pas décidé à lancer l'aventure formelle. On part pas à la pêche, quoi.